Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Média pour une nouvelle édition de votre Flash Info version été. Nous sommes le mercredi 4 septembre 2024 et vous nous regardez sur le canal 350 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet. Vous êtes plus de 50 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Continuez de signer et de la partager sur tnt.lemediatv.fr. Merci, continuez à nous soutenir même pendant l'été. Abonnez-vous, faites-nous des dons, devenez sociétaires, on ne vit que de votre soutien. Et sans plus attendre, voici le Flash Info du jour, signé par la rédaction du Média. Décidément, le sens du timing chez les politiques, c'est quelque chose. L'ancien Premier ministre de notre cher monarque présidentiel, Édouard Philippe, a officiellement déclaré sa candidature pour l'élection présidentielle de 2027 lors d'une interview accordée au Point. Cette annonce marque un tournant attendu dans sa carrière politique, car bien que ses ambitions présidentielles étaient largement anticipées, c'est la première fois qu'il les affirme publiquement. Philippe, qui est également maire du Havre et président du parti Horizon, a indiqué qu'il se préparait depuis longtemps pour cette échéance et qu'il proposerait aux Français un programme dit, je cite, massif. Toutefois, il n'a pas encore divulgué de détails précis sur les mesures qu'il entend mettre en œuvre. Dans son entretien, Édouard Philippe a identifié 4 périls majeurs auxquels la France est confrontée. Un péril démocratique, lié à la crise de confiance envers les institutions, un péril budgétaire dû à l'endettement croissant du pays, qu'il estime sous-estimé, un péril d'immobilisme qui empêche la France de répondre efficacement à des enjeux cruciaux comme l'éducation, l'écologie et le logement, et enfin, un péril de sécurité publique face aux défis posés par l'ordre public. Sur le plan institutionnel maintenant, Philippe s'est dit attaché au scrutin majoritaire et a même proposé que seuls les 2 candidats arrivés en tête au premier tour des législatives puissent se maintenir au second. Décidément, c'est une drôle de vision de la démocratie. S'il devait y avoir une évolution vers la proportionnelle, il a indiqué qu'il ne la soutiendrait qu'à condition de rétablir la possibilité pour un élu de cumuler un mandat exécutif local avec un mandat parlementaire. Malgré le timing, cette candidature n'est pas une surprise pour les observateurs de la scène politique. Depuis plusieurs mois, Édouard Philippe laissait entendre qu'il se préparait à briguer la présidence, comme en témoignent ses déclarations en décembre 2023 chez nos confrères de BFM TV, où il soulignait qu'il serait criminel, je cite, de ne pas être prêt face aux enjeux. Par ailleurs, selon l'AFP, son entourage s'attendait à une telle annonce depuis quelque temps déjà. En parallèle de ses activités politiques, Philippe a été durant 3 ans administrateur indépendant du groupe informatique français Atos, en plus de son rôle du maire du Havre. Cette double casquette suscitait à l'époque des critiques, notamment sur la question de sa disponibilité pour gérer pleinement les affaires de sa propre ville. Certains, comme le journaliste Vincent Jobert, y voyaient un exemple de la porosité croissante entre les élites politiques et le secteur privé en France. Et comment lui donner tort ? Ce phénomène n'est pas sans rappeler les trajectoires de plusieurs anciens responsables politiques, à l'image de Nicolas Sarkozy et de ses ministres qui ont rejoint le secteur privé après leur carrière publique. Malgré le départ de Philippe du conseil d'administration d'Atos en 2023, la question du cumul de fonctions soulève des interrogations sur l'intégrité et l'indépendance des élus dans un contexte où la frontière entre le service public et les intérêts privés semble devenir de plus en plus floue. Édouard Philippe, en acceptant ce poste à l'époque, franchissait alors pour certains ce fameux nouveau monde politique où les élus n'hésitent plus à s'engager dans des activités lucratives en parallèle de leur mandat électif. Alors forcément, cela laisse supposer qu'un Édouard Philippe président deviendrait une sorte de Macron bis, un ami fidèle du capitalisme et de l'ordre bourgeois déjà bien établi. Mais quelle surprise ! En bref, chers téléspectateurs, circulez, il n'y a rien à voir. Un procès d'une ampleur exceptionnelle s'est ouvert le lundi 2 septembre à Avignon, mettant en lumière une décennie d'horreur subie par Gisèle P., une femme de 72 ans, droguée et violée à répétition par son mari et des dizaines d'inconnus. Ce procès, qui se déroule devant la cour criminelle du Vaucluse, rassemble 51 accusés, tous poursuivis pour viol aggravé, des faits pour lesquels ils encourent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.
L'affaire a commencé en 2020 lorsqu'une enquête a été déclenchée suite à l'arrestation de Dominique P., le mari de la victime, pris en flagrant délit en train de filmer sous les jupes des clientes d'un supermarché. Les perquisitions qui ont suivi ont révélé l'existence de milliers de photos et vidéos montrant Gisèle P. inconsciente et violée par des hommes, souvent recrutés par son mari sur Internet. Durant 10 ans, Dominique P. a drogué son épouse avec des somnifères avant de la livrer à ses inconnus. Les enquêteurs estiment que Gisèle P. a subi 92 viols entre 2011 et 2020. Sur les 72 agresseurs identifiés, 51 sont aujourd'hui jugés, dont 18 comparaissaient détenus. Parmi eux, des hommes âgés de 26 à 74 ans, issus de divers milieux professionnels, y compris des pompiers, artisans, ex-policiers et journalistes. Le deuxième jour du procès, le mardi 3 septembre, a été marqué par le témoignage poignant des enfants de la victime. Caroline Darian, fille de Gisèle, a particulièrement souffert en entendant le récit détaillé des abus, craquant à plusieurs reprises sous l'émotion. Le président de la Cour, Roger Arata, a froidement énuméré les faits, tandis que Dominique P., décrit comme, je cite, le chef d'orchestre de ces viols, a reconnu sa responsabilité sans détour. Seuls 14 des autres accusés présents ont admis les faits. Le troisième jour, ce mercredi 4 septembre, a quant à lui été consacré au témoignage des enquêteurs qui ont détaillé la minutie avec laquelle le prédateur organisait ses viols. Les discussions sur Skype et les forums entre lui et les autres agresseurs étaient explicites. Les hommes suivaient des instructions précises pour éviter que la victime ne se réveille, comme réchauffer leurs mains avant de la toucher pour ne pas provoquer un contact froid. Par ailleurs, Gisèle P. n'a pas souhaité que ce procès se déroule à huis clos, préférant une audience publique pour que, je cite, « la honte change de camp ». Elle prendra la parole pour la première fois le jeudi 5 septembre, un moment qui s'annonce particulièrement intense dans ce procès qui continue de secouer la salle Voltaire du tribunal judiciaire d'Avignon. Ils sont plusieurs dizaines, des hommes, mais surtout des femmes avec des enfants, à avoir récemment appris être expulsables de leur lieu de vie, un immeuble inoccupé squatté à Montreuil. Soutenus par plusieurs associations et collectifs, ces personnes se sont rendues hier à la mairie de Montreuil pour tenter d'obtenir un rendez-vous avec le maire, le communiste Patrice Bezac. Reportage de notre journaliste Jamil Chandler. Ce mardi après-midi, des habitants d'un immeuble inoccupé à Montreuil se sont donné rendez-vous devant la mairie de la ville. Ils sont une cinquantaine à vivre dans ce squat rue Gambetta, ouvert il y a plus de 2 ans. Souleymane Chérif nous raconte. Maintenant, ça va faire 1 an que je suis à Gambetta. Ça fait 1 an, et avant vous étiez? J'étais en Côte d'Ivoire. Et la situation aujourd'hui pour vous, aujourd'hui ici? La situation aujourd'hui, c'est un peu catastrophique. Il y a eu des policiers il y a quelques jours? Oui, il y a eu des policiers, il y a eu la police, ils sont venus. Ce jour, on était venus vers la mairie. On nous a appelé à la maison que la police est en place. Donc rapidement, nous sommes partis. On allait trouver que la police est déjà partie. Mais ceux qui étaient à la maison ont dit, les gars ont demandé, vous êtes combien ici? Les autres sont partis où? Tout ça là. Bon, ça, c'était la question de la police. Il y a quelques jours, les habitants du squat Gambetta ont reçu un document du juge des exécutions leur notifiant de l'échec de leur recours. Ils sont désormais expulsables à tout moment. Une décision que Paul Allozy, de Médecins du Monde, met en parallèle du nettoyage social opéré en marge des JO de Paris. Il y a eu un grand mouvement de vider notre région de toutes ces populations précaires avant les Jeux et qui s'est vraiment amplifié avec le phénomène des Jeux Olympiques. Est-ce que bientôt ils vont venir expulser Gambetta? Oui, à tout moment, ça peut arriver. Et ce qui fait peur, c'est ça. C'est ça le stress quotidien? C'est ça même le stress quotidien, c'est ça. Avec les enfants qui sont là, les enfants vont à l'école, les femmes enceintes, des personnes malades, tout ça. Vraiment, c'est pas facile. On pourrait avoir une vraie trêve olympique. On n'est pas obligé de vider là à tout prix ce squat de 50 personnes et de mettre en péril la rentrée scolaire de gamins, de familles sans papier. On a eu un budget dingue pour ces JO, mais tout ce qui est fait pour les personnes à la rue, pour les personnes sans papier, pour les personnes exilées, c'est encore la répression. À Gambetta, il y a donc des hommes ainsi que des femmes et de nombreux enfants scolarisés. Jonathan Alves, professeur d'EPS à Montreuil, est aussi secrétaire départemental du syndicat SNEP-FSU. Oui, on a des enfants scolarisés de l'école au lycée, qui sont scolarisés dans la ville de Montreuil ou ailleurs. Mais pour nous, c'est dramatique en tant qu'enseignants de savoir qu'à tout moment, ils peuvent être expulsés et être mis à la rue sans que la mairie ne se préoccupe de les mettre, de leur protection, de leur sécurité, de leur santé et de l'hygiène dans le lieu dans lequel ils vivent. Donc c'est pour ça qu'on s'est mobilisé à cette rentrée avec 4 collèges et 4 équipes d'établissements. Donc tous les personnels d'éducation de ces établissements-là de Montreuil se mobilisent et appellent vraiment le préfet
préfet et la mairie à au plus vite agir pour que ces familles-là soient mises en sécurité. Une mairie qui ferait donc la sourde oreille depuis plus de 2 ans. Accompagnés par Médecins du Monde, des avocats au barreau de Paris, des professeurs syndiqués et autres soutiens locaux, les habitants de Gambetta sont allés demander un rendez-vous en personne avec Patrick Bessac, le maire PCF de Montreuil. Imagine, tu sors, tu es au dehors, tu vas où? Je vais à la maison, et s'il n'y a pas de maison, tu fais comment? Tu ne peux même pas aller chercher du travail. Donc nous demandons pardon à la France, des grâces. Des grâces. Un grand pays comme la France, laisser les gens au dehors comme ça, vraiment. Je ne pense pas et je ne crois pas. Et je sais qu'ils vont nous comprendre. Monsieur Gauthier de Molière, directeur de cabinet de monsieur le maire, leur a assuré être au courant de la situation. Il a accepté de recevoir une délégation d'ici la fin de cette semaine et de tenir au courant les concernés par email. Merci. On suivra bien sûr l'évolution du dossier pour vous en tenir informé. L'enchaînement est tout trouvé pour la dernière info de ce flash, puisqu'elle concerne les enfants sans abri. En effet, selon le baromètre publié par la Fédération des acteurs de la solidarité et UNICEF France, le nombre d'enfants à la rue est inédit. Ce n'est pas moins de 2043 enfants, dont 467 de moins de 3 ans, qui sont restés sans solution d'hébergement à la suite d'une demande auprès du 115, le numéro d'urgence sociale. Selon le baromètre, cela constitue une hausse de 120% par rapport à 2020. Selon Adeline Hazan, présidente de l'UNICEF France, c'est la 6e fois que le baromètre révèle une dégradation de la situation. Le premier à être pointé du doigt par les auteurs du baromètre sont évidents à deviner, le gouvernement. Dans son communiqué de presse, la Fédération explique que, je cite, « les gouvernements successifs ont opté pour des politiques de court terme, loin d'œuvrer en faveur de réponses structurelles et ambitieuses. Pire, des orientations délétères ont vu le jour ces dernières années. Loi dite anti-squat, détricotage de la loi SRU, baisse des APL, et j'en passe. » Aussi, l'UNICEF France et la FAS appellent les autorités à une augmentation immédiate des places d'hébergement. Ils prônent aussi la mise en œuvre d'une programmation pluriannuelle de l'hébergement et du logement, conformément au principe du logement d'abord. Vous savez, le plan quinquennal lancé par Emmanuel Macron en 2017 et renouvelé en 2023, qui aurait soi-disant permis, ce sont les chiffres du gouvernement, de sortir 440 000 personnes de la rue. Toute l'année, la Fédération Abbé Pierre, le droit au logement, le DAL, et maintenant UNICEF France et la FAS n'ont cesse d'alerter sur les dégradations des conditions de logement et d'accès au logement. Les gens vivent dans des logements de moins en moins salubres et les personnes à la rue sont de plus en plus nombreuses. Les capacités des associations et des pouvoirs publics pour leur venir en aide se dégradent elles aussi. Mais pendant ce temps, le gouvernement préfère jouer aux billes avec le déficit public. Bruno Le Maire en a d'ailleurs parlé hier en réaction aux chiffres du déficit dont il est le seul artisan. Préconiser 16 milliards d'euros d'économies sur le budget de cette année. Croyez-vous que, dans de telles conditions, les enfants seront sortis de la rue demain ? C'est une question qu'il faut se poser. Merci d'avoir suivi ce flash info de l'été du média. Sur tnt.lemediatv.fr, vous êtes plus de 50 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Continuez à la signer et à la partager. Aussi, c'est vous qui permettez l'existence d'une info libre et indépendante des forces politiques et de l'argent en soutenant notre antenne. Chaque don, chaque abonnement compte. Quant à moi, je vous remercie de votre attention, de votre fidélité et vous souhaite une très agréable soirée sur Le Média.